bâtisseur de ponts entre disciplines, entre générations et entre cultures. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de la SEGIM FES. Oui. Quelles sont les préoccupations qui t'ont le plus challengé dans ce domaine associatif? Quand on dit être secrétaire général, tu vois, pour moi, ce n'est pas un titre, c'est une position d'équilibre. Il y a le pont entre les administrations, parfois très rigides, et les étudiants qui ont des urgences personnelles. Dans notre culture, la parole, ce n'est pas seulement aligner les mots, non. La parole, c'est beaucoup plus que ça. C'est une manière d'exister. Tu as remporté beaucoup de prix régional, national et tout ça. Quelle a été ta prestation la plus marquante et pourquoi? Je pense que cette question, elle est difficile, hein. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre deuxième édition de notre podcast Au cœur des parcours. Le podcast où l'on prend le temps d'écouter, d'inspirer et d'apprendre des histoires hors du commun. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité assez spécial, un invité dont le parcours force audace, respect, admiration, engagement, l'excellence également. Il s'agit de monsieur François Mansari. Comment tu vas, François? Je me porte bien, et toi, ton cas? Ça fait plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Ah, toujours un plaisir, hein. Finalement, on a eu le temps de faire ce podcast. Justement. Alors, merci d'être là. Nous te remercions très sincèrement. Pour les gens qui te découvrent aujourd'hui, ils se demandent c'est qui François Mansari? C'est qui François Mansari? Comment tu te présentes? La question, elle est très bien posée déjà. François Mansaré, c'est un étudiant en génie informatique, mais pas seulement, c'est aussi un jeune Guinéen passionné par les idées, les systèmes, les gens. J'ai eu un parcours universitaire assez classique, parce que voilà, je suis passé par l'université de Fès, que vous connaissez certainement, la faculté des sciences d'Armarez, et j'ai appris quelque chose dans cette université. C'est-à-dire j'avais une conviction. Là où tu démarres ne détermine pas où tu veux aller. Tu comprends? Et au cours de ce parcours-là, j'ai eu à découvrir deux choses qui m'ont structuré, la rigueur et l'envie. Et c'est dans ces salles de classe souvent surchargées que j'ai appris que pour exister, c'est-à-dire pour exister, il faut créer sa propre lumière. Alors aujourd'hui, je suis étudiant à l'ENSIAS, l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes. C'est l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs au Maroc, la meilleure d'ailleurs en informatique. Je suis dans le domaine de la data et de la finance. Pourquoi ce domaine? Tout simplement parce que c'est un domaine qui relie intelligence, chiffres et avenir. Donc c'est un peu ce qui m'a envoyé vers ce domaine-là. Au-delà de l'académique, je suis un passionné de la parole. L'éloquence m'a appris à porter des idées. La communication à écouter. J'aime bien. Et ensuite, l'engagement associatif à servir. C'est ce qui fait d'ailleurs de moi le secrétaire général des étudiants de Fès, même si on peut le dire au passé parce qu'il ne reste plus que les élections pour laisser la place à la nouvelle équipe. Mais je suis aujourd'hui ambassadeur du projet ESISA, qu'on aura l'occasion de découvrir avec le temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je navigue entre tout ce qui est technologie, l'éloquence, les responsabilités, les chiffres, les lettres. Et c'est un peu cela. Mais si je devais me définir en une seule phrase, j'allais tout simplement dire que je suis un bâtisseur de ponts entre disciplines, entre générations et entre cultures. Parce que pour moi, le savoir n'est rien s'il ne transforme pas. Tu vois ce que je veux dire? Le savoir, c'est pourquoi tout ce que je fais, tous les projets que je porte, tout ce que je prononce, je m'assure à ce que ça puisse apporter quelque chose aux autres. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on laisse aux autres, c'est ce qui compte le plus. Merci. Effectivement. J'espère qu'on aura l'occasion d'apprendre beaucoup de choses de vous ici aujourd'hui. Bien évidemment. C'est toute une bibliothèque qui est devant nous aujourd'hui. Merci pour cette brillante présentation. Alors, tu viens d'un parcours universitaire classique. Tu as intégré l'une des meilleures écoles d'ingénieurs en informatique, si ce n'est la meilleure d'ailleurs. Exactement, oui. Voilà. Alors, j'aimerais savoir comment as-tu préparé cette transition ou du moins cette ascension, parce que c'est carrément une ascension pour moi. Ah oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transition ne s'est pas faite du jour au lendemain. La transition, elle a d'abord été mentale avant d'être académique.
Parce que je viens d'une faculté publique où les moyens ne sont pas parfois au top, comme dans ces grandes écoles-là. Mais j'avais une idée claire, c'est-à-dire intégrer une école d'ingénieurs pour canaliser mes ambitions techniques. Et pour cela, j'ai d'abord commencé par déconstruire ici mes lacunes en informatique, parce que c'est important. Quitter les grandes théories de la fac et intégrer une école d'ingénieurs comme l'ENSIAS, où l'exigence technique est élevée. Ah, crois-moi, Tunkara, il y a du gouffre. Il y a du gouffre. Et c'était la transition, elle n'a pas été facile, pour être honnête. J'ai appris à coder tout seul, à travailler sur des projets personnels, à faire des nuits blanches pour me préparer en fonction du programme de l'ENSIAS. Parce que je regardais, je voyais leurs cours, ce qu'ils font là-bas. Ça n'a pas été facile, mais je me suis préparé et la transition, finalement, elle s'est bien passée. Alors, tu fais partie des rares sélectionnés de ta faculté pour l'ENSIAS, parce que c'est le top des tops quand même. Et là, qu'est-ce que cela représente pour toi aujourd'hui? Ce que ça représente pour moi, c'est d'abord un sentiment de fierté, un sentiment de réjouissance. C'est-à-dire que c'est l'accomplissement d'un long processus de travail. Effectivement, on n'était que deux à être sélectionnés. D'ailleurs, j'étais avec mon ami marocain pour la faculté des sciences. Et moi, j'étais sur la liste principale, lui sur la liste d'attente, ce qui fait de moi naturellement le premier à être sur la liste pour notre faculté. Mais pour moi, ce n'est pas seulement une fierté, c'est aussi une responsabilité. Parce que c'est une manière de montrer que nous pouvons quitter les amphis bondés à Fès et se retrouver dans des meilleures écoles au Maroc. Donc, tu vois, c'est un sentiment de responsabilité aussi. Donc, c'est une manière pour moi d'inspirer tous ceux qui veulent avoir ce genre de parcours. Parce que crois-moi, quand tu viens à la fac, c'est pas tout de suite donné pour pouvoir intégrer ces écoles-là. Et quels étaient les critères de sélection? Bon, les critères de sélection à l'ENSIAS, c'est simple. Tu as le choix. Tu peux passer le concours à partir de la deuxième année. Moi, je suis venu avec une licence. Et quand tu viens avec une licence, il faut t'assurer quand même de finir parmi les deux majors de ta promotion. Et voilà, je pense que le tour, il est joué. Tu seras sélectionné. C'est pourquoi on dit que c'était un accès sur titre. Félicitations. Merci, ça fait plaisir. Vraiment, félicitations. C'est pas quelque chose qui est facile parce que on a connu bon nombre de personnes qui étaient constantes depuis l'école primaire, collège, au lycée. Et une fois à l'université, ils arrivent quand même à délaisser et être constants jusqu'à l'université, jusqu'à intégrer même une très grande école d'ingénieurs. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et félicitations, c'est un travail très, très salutaire d'ailleurs. Et j'aimerais aussi savoir quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, les plus grandes difficultés lors de ton passage d'une école, d'une faculté généraliste vers une école d'ingénieurs très technique? Alors, la question, elle est bonne. Je vais d'abord commencer par la vitesse. À la fac, tu as le temps de digérer un concept. Tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps de préparer des choses. Mais crois-moi, dans une école d'ingénieur, tu dois produire. Tu dois coder. Tu dois faire beaucoup de choses à la fois. Et c'est très rapide. Donc, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique et la vitesse est beaucoup plus grande. C'est beaucoup plus de modules. Et ensuite vient le sentiment d'illégitimité. Quand je dis le sentiment d'illégitimité, je fais allusion à quoi? Tu viens dans une promo où tous les élèves viennent des classes préparatoires ou bien des écoles techniques. Parfois, tu te poses la question, tu te dis, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que les autres viennent des classes préparatoires, des écoles techniques, et tout de suite, ce sentiment-là, ça te fait douter. Et crois-moi, si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu peux sombrer. Effectivement, parce que tu vas te dire quoi? Moi, ma faculté, c'est le plus bas niveau de toutes ces facultés-là. Exactement. D'autres viennent des CPJ, d'autres viennent des ENSA et tout ça. Et moi, je viens d'une faculté lambda qui a fait ici, faculté des sciences. Et justement, et crois-moi, c'est là où tout se joue. Parce que un ingénieur, c'est quoi? C'est celui qui a la capacité d'apprendre, la capacité de s'adapter. C'est-à-dire, mon professeur, il me disait ceci, il me disait que le cerveau ne se développe pas dans la facilité. Le cerveau ne se développe pas dans la facilité, mais dans l'affront avec l'inconnu. Et crois-moi, c'est exactement ça dans les écoles d'ingénieurs. Donc, cette phrase-là, elle m'a marqué. Elle m'a permis de continuer mon parcours très sereinement.
Ce professeur, il était à la faculté des sciences ou il était à l'INSIAS? Ce professeur, il est à l'INTIAS. Parce Ouais, que, bon, moi, j'aime discuter parfois avec mes profs. Donc, je viens, je vois des profs, je pose des questions. ouais, Et il ouais, me l'a dit. Donc, n'aie pas trop s'inquiéter. Tu viens de la fac, tu as beaucoup de notions, tu vas le faire. effectivement. Alors, super, super. Alors, aujourd'hui, tu étudies en génie informatique, Oui, spécialité data et finance. finance, oui. Qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui t'attire dans ce domaine très, très pointu aujourd'hui? Alors, moi, je réponds à cette question en disant que c'est la capacité d'anticipation qu'offre ce domaine-là. Parce que Ouais, quand on parle de data ouais, et de finance, c'est ouais, une combinaison. Tu effectivement. comprends? Et aujourd'hui, quand on parle de data, moi, la data, ce sont les données. Ouais, Et les données sont l'empreinte numérique du monde. effectivement, oui. Parce que sans données, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Quand tu entends intelligence artificielle, Ouais, c'est quoi? C'est de la data. c'est de Ça la tourne data. autour des données. Et pourquoi la finance? Parce que la finance, c'est la science de la rigueur. Ça Ouais, t'apprend que euh, derrière, derrière chaque décision ouais, rationnelle, il y a une dose de foi. Et tu vois, moi, cette transition, ou bien, je veux dire, ce pont entre la finance et la data, ça me passionne. Ça me passionne énormément. Donc, je me suis dit que pourquoi pas, dans un monde incertain, faire la data et la finance, c'est comme avoir la boussole et la carte dans ce monde, justement, incertain. c'est assez spécial parce que aujourd'hui, le monde, la finance, nous ne sommes pas sans savoir que c'est un monde qui est beaucoup, beaucoup convoité aujourd'hui parce que ça demande beaucoup plus de rigueur. Là, il faut être excellent pour que tu sois sélectionné. Et là, quelqu'un qui combine data et finance, Ah, oui, c'est du lourd, hein? forcément, c'est du lourd. Ah oui. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de la l'ASEGIM FAISE. Oui. Alors, quelles sont pour toi euh, les préoccupations qui t'ont le plus challengé dans ce domaine associatif? Être président de toute une communauté, c'est pas aussi évident, c'est pas facile. Donc, quelles sont les responsabilités qui t'ont le plus challengé? Euh, Ce qu'il faut savoir, Hmm. quand on dit être secrétaire général, Ouais, tu vois, pour moi, ce n'est pas un titre, c'est une position d'équilibre. ouais, C'est-à-dire que tu es le pont entre les administrations, parfois très rigides, et les étudiants qui ont des urgences personnelles. ouais, Et tu dois organiser, tu dois gérer, tu dois diriger, tu dois prendre des décisions. Et crois-moi, ce qui m'a le plus challengé dans ça, c'est la gestion humaine. Parce que tu dois gérer les émotions, des tensions parfois, et même des urgences personnelles. Parce qu'on est dans une communauté, chacun a son tempérament. Et crois-moi, parfois, c'est très, très compliqué de gérer ce genre de choses-là. Alors pour moi, je pense que c'est cette gestion humaine-là qui m'a le plus challengé. En tout cas, si je devais faire un choix. Après, il y a beaucoup de choses. Mais comme la question, elle est très, très précise en disant ce qui m'a le plus challengé, je pense que c'est la gestion humaine. la gestion humaine. Comment tu fais pour gérer cela? Cette gestion humaine, la pression et tout ça. Parce que Euh, c'est pas aussi évident que ça. D'autres ne sont pas compréhensifs quand il s'agit de l'association. Et quand ils voient certaines limites, mhm, ils pensent que tout provient de toi, qui est à la tête mhm. de l'association. Et comment tu fais pour gérer cette pression entre les membres de l'association, par exemple? Bon, comment moi je fais pour gérer la pression? C'est très simple. Je suis quelqu'un de très, très flexible. Ouais, Moi, quelqu'un peut avoir son tempérament. Il ouais, peut, il peut venir crier ou faire ce qu'il a à faire. Je l'observe. Je suis beaucoup plus dans l'observation. Et après, j'ai aussi cette facilité de venir vers les gens, de discuter avec eux, leur faire comprendre les choses. Parce que je pense que quand tu communiques avec les gens directement, crois-moi, tout se passe dans la communication. Tu viens, tu discutes, et puis il va comprendre. Parce que après, c'est un humain, il est doté d'une faculté mentale. Il va te comprendre. Si c'est pas de ta faute, ouais. s'il raisonne, il va comprendre ce que tu veux dire. Donc, cette gestion humaine-là, c'est comme ça. Moi, je préfère venir vers les gens, discuter avec eux, pour les faire comprendre les choses, tout simplement. Ok, super, super. Tu as aussi été responsable communication de ta faculté, faculté des sciences. Oui. Comment arrives-tu à t'adapter, à avoir cette énergie de s'adapter à différents rôles dans différentes structures?
Parce que c'est pas la même chose. Être secrétaire général, par exemple, de la SEGIM, la communauté, elle est guinéenne. Oui. Donc, à la fac, c'est une panoplie de communautés qui s'y trouvent là-bas. Donc, comment tu fais pour t'adapter à différents rôles dans différentes structures? Déjà, tu l'as dit, toutes ces structures-là ne parlent pas la même langue. Chaque structure a sa manière de fonctionner. Ouais. Chaque structure a ses principes, a ses priorités. Ouais. Donc, c'est pas la même chose. Être secrétaire général d'une association et être responsable de communication d'une faculté, c'est beaucoup de différences. Ouais. C'est quasiment opposé, les deux. Donc, comment j'arrive à m'adapter? Moi, je dirais que c'est grâce à ma polyvalence. Parce que j'ai autant la culture littéraire que technique. Ouais. Je suis un amoureux des chiffres, mais j'aime aussi les symboles. Tu vois? Je peux te coder un système tout de suite là, qui te permet de réaliser quelque chose. Ça, c'est technique. Et demain, je te présente un projet devant une assemblée. Et de façon très facile. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir une polyvalence qui me permet de jongler entre ces différents postes-là. C'est même pas ça seulement. Entre-temps, je suis aussi membre de plusieurs clubs, comme le club FinTech, Génie Entreprise, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais tout cela, j'arrive à gérer, c'est grâce à ma polyvalence, je pense. Selon toi, quelles qualités font un bon leader étudiant en tant qu'étudiant? Quelles sont les qualités qui font de toi un bon leader pour gérer tout ça? Tu l'as spécifié, hein? Là, on parle d'un bon leader étudiant. Oui. Voilà. Un bon leader étudiant, c'est mon avis, c'est personnel, c'est pas celui qui connaît tout. Tu vois, c'est pas tout savoir. Un bon leader étudiant, pour moi, c'est celui qui aide les autres à avancer, c'est-à-dire tirer les autres vers le haut. Ouais. Et aussi, c'est celui qui est capable d'écouter les autres voix sans les éteindre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, il écoute tout le monde sans éteindre quelqu'un. Et qui prend aussi des décisions sans écraser. Tu comprends? Ouais. Et pour cela, je pense que l'humilité est centrale. L'humilité est centrale. Parce que, tu l'as dit, on parle d'un leader étudiant, c'est pas un leader dans une entreprise. Ouais. Tu ne gères pas des employés. Ouais. Tu coordonnes des volontaires. C'est différent. Dans une entreprise, tu peux peut-être imposer certaines choses, mais avec les étudiants, ils sont volontaires. Ouais. Donc, il faut savoir les convaincre, pas contraindre à faire des choses. Donc, il faut avoir cette dose d'humilité pour pouvoir gérer. Et ensuite, c'est pas tout. Moi, je pense que un bon leader également, c'est de la constance. C'est-à-dire, tu dois être capable d'inspirer par ta loyauté, ouais, par ta manière de te comporter. Et surtout, le plus important, par l'exemple. Ouais. Parce qu'il y a un penseur qui disait que un bon leader, ouais, c'est celui qui connaît le chemin, ouais, qui montre le chemin et qui marche sur le chemin. C'est ça un bon leader. La capacité, l'adaptabilité, c'est aussi une très bonne qualité d'un bon leader parce que gérer des communautés différentes, des structures différentes, c'est aussi savoir s'adapter. Exactement, oui, ça fait partie, oui. Ça fait partie. Donc, un leader, c'est un point qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Parce que dans des entreprises, par exemple, ou dans d'autres structures, oui, tu peux gérer des ressources humaines qui viennent de nulle part. Oui. Donc, savoir s'adapter à n'importe qui, à n'importe qui et quand, et ça, je pense que c'est une très bonne qualité aussi. Et moi, c'est ça que j'ai vu en vous. Par exemple, dans beaucoup de situations, vous avez été responsable communicant à la faculté là-bas. Oui. Vous avez aussi été secrétaire général, l'actuel d'ailleurs secrétaire général de la SEGIM FES. Et vous êtes parti à l'INSEAS aussi. Vous êtes quand même dans des clubs là-bas. Exactement. Et oui, c'est cette capacité de jongler entre les communautés, de t'adapter à telle communauté. Et moi, je vois que c'est un point très intéressant qui fait de vous un très bon leader aujourd'hui. Ah oui, merci. Je pense que c'est une qualité qu'on pourrait bien ajouter aussi, l'adaptabilité, parce que je ne pouvais pas citer toutes ces qualités-là, mais je t'ai donné les qualités les plus essentielles et je pense que tu as bien fait d'ajouter l'adaptabilité. Et tu as été lauréat de plusieurs concours d'éloquence, oui, régional et national.
Alors, comment as-tu trouvé cette passion pour la parole? Et comment j'ai trouvé la passion pour la parole? Effectivement. Moi, je pense que cela est parti depuis bas âge. Ah Parce ouais, que dans notre culture, la parole, ce n'est pas seulement aligner les mots, non. La parole, c'est beaucoup plus que ça. C'est une manière d'exister. Ça, c'est ce qu'on m'a appris depuis tout petit. Mais si tu me poses la question de savoir d'où est partie cette passion-là pour la parole, je pense que c'est en suivant beaucoup mon papa. Ah, parce que mon papa, c'est quelqu'un de très éloquent. Je ne le dis pas parce que c'est mon papa. Je l'ai suivi. J'ai suivi mon papa depuis tout petit. Quand il venait former des gens en gestion des ressources humaines, en développement communautaire, en marketing. Donc moi, j'étais toujours dans la salle, malgré que j'étais très jeune. Donc je suivais comment il s'exprimait. Et quand il parle, tout le monde l'écoute. Donc tout ce que mon papa faisait là, quand je reviens à la maison, devant mon miroir, j'essaie de reproduire. Et je pense que cela m'a beaucoup formé et ça m'a permis de décrocher plusieurs titres au niveau national, régional et tout ce qui va avec. super, super. Cicéron le disait d'ailleurs que la parole, c'est la représentation de la pensée. Donc, quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer ne peut pas également restituer ce qu'il pense. Et là, c'est très, très intéressant. C'est une compétence à ne pas négliger aujourd'hui, l'art oratoire. Et l'art oratoire, l'éloquence, c'est plus que parler, c'est convaincre, incarner. Et comment arrives-tu à convaincre les gens par cette parole? Tu l'as dit, hein, Mm. l'éloquence, Mm. c'est beaucoup plus que parler ou convaincre. Ouais, effectivement. Ou bien, du Et moins, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon orateur? un bon orateur, pour moi, c'est celui qui pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. Ah ouais, Voilà. Le bon orateur, tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui parlent bien, sans rien dire. Pour moi, l'éloquence, ce n'est pas ça. C'est la sincérité de l'intention. Je t'explique. Par exemple, quand tu parles, parce que pour moi, il y a trois axes déjà. Il y a trois axes. Les trois axes, c'est une idée forte, une voix posée et un cœur apaisé. Parce que celui qui parle avec un cœur agité, ses mots deviennent tout de suite un bruit pour les autres. Mais celui qui parle avec un cœur apaisé devant les gens, même le silence entre deux mots devient puissant. Même quand il est silencieux, quand il parle, les gens admirent. Les gens sont obligés d'aimer ce qu'il fait. Et pour moi, c'est ce qui fait de toi un bon orateur. Mais pas que ça. Un bon orateur est aussi un bon auditeur. C'est celui qui connaît son auditoire. c'est-à-dire l'art de dire les choses telles que l'on veut qu'elles soient comprises. Oui, en quelque sorte. Ouais. Je t'explique, j'en viens. Un bon orateur, c'est pas tout, hein. Un bon orateur, surtout ce qu'on oublie souvent, Ouais, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait se taire quand il faut. Parce que être bon orateur, c'est ça aussi. Il faut savoir écouter les autres. D'ailleurs, il y a un sage qui disait que parler avec sagesse, c'est savoir quand se taire. Il faut avoir ça en tête si tu veux être un bon orateur. effectivement. Le silence est un élément crucial de la communication. C'est l'un des outils de la communication qui n'a jamais existé d'ailleurs. Et là, on voit des bons orateurs, une fois qu'ils veulent prononcer une partie très, très importante, ils essaient de mettre un petit silence entre cette transition-là. Et là, quand on met cette transition, tout le monde se demande par exemple, et pourquoi? Pourquoi il se tait? Et ça capte l'attention. Effectivement, et ça capte l'attention. Qu'est-ce qui se prépare à prononcer et tout ça? Mais encore, il Et faut savoir le faire. Hein. effectivement, C'est beaucoup de il faut savoir paramètres. le faire. Il faut Beaucoup de savoir le faire. paramètres. Alors, pour toi, tu parles d'éloquence, éloquence, éloquence, et tu en as fait beaucoup. Oui. Tu as remporté beaucoup de prix, Oui. régional, national et tout ça. Quelle a été ta prestation la plus marquante? Et pourquoi? Euh, je pense que cette question, elle est difficile. Hein. Parce que quand on parle de mon parcours en ce qui concerne l'éloquence, c'est beaucoup de prestations. Ouais. C'est pas pour faire preuve de narcissisme, mais c'est beaucoup, beaucoup de prestations. Mais celle qui me vient en tête tout de suite, c'est la prestation lors du prix du débat oratoire et d'art oratoire de la Sésame Fès.
Parce que, pourquoi elle est marquante? Parce que je viens dans la salle, je suis avec mes concurrents ou du moins les candidats pour ce concours d'éloquence-là. Je suis là, je suis assis, tranquille, et c'est moi qui commence la prestation. Et la particularité de ce concours-là, tu n'avais pas le droit d'utiliser quoi que ce soit un support, un téléphone, non. Tu viens, c'était devant tout le monde. Et là, je viens sur scène, je commence à déclamer mon texte. Je parle, mon discours commence. Tout le monde est focus. Tout le monde m'écoute. Parce qu'on avait le même thème. Tout le monde avait le même thème. Qu'est-ce que le courage? Tout le monde avait le même thème. Ouais. Et là, on a vraiment su qui a mieux développé ce thème-là et qui a plus convaincu. Dès que j'ai fini ma prestation, j'ai su que là, je pense pas s'il y avait une personne qui allait faire mieux que moi. Parce que même les concurrents, ils étaient déjà conquis. Ils me l'ont dit. Convaincus. Non, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit que c'est pas possible. Donc, la compétition, c'est désormais joué entre eux. Donc, cette prestation-là, elle m'a marqué parce qu'elle m'a ouvert aussi beaucoup de portes. C'est pourquoi elle reste l'une des plus marquantes. Bien sûr, les autres, elles ont été marquantes parce que c'est beaucoup de prestations, comme je l'ai dit. Super, super. Tu as forcément marqué les esprits parce que tout récemment, d'ailleurs, tu étais parmi les membres des choses. Dans le projet ISMBA Uni, on t'a appelé comme étant membre de JUS et tout ça. Tu étais parmi ceux-ci-là. Et là, ça les a marqués parce que d'une fois, ils t'ont vu prester, ils ont su que tu es un expert dans le domaine. Et là, ils ne peuvent pas parler d'éloquence ou bien tout ce qui est lié à l'art oratoire, débat, sans te faire appel. Et là, c'est une très grande fierté pour toi et pour toute la communauté guinéenne d'ailleurs, parce que ce n'était pas la Guinée seulement qui était là-bas. Il y avait le Niger, il y avait le Tchad, mais tu as su hisser le drapeau très, très haut. Et toutes mes félicitations et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Voilà. Alors, j'aimerais aussi savoir comment tu prépares tes discours et tes concours parce que c'est des discours qui sont tellement pertinents que tu sens que l'auteur, il vit la situation. Parce que il y a pas mal de concours d'éloquence aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tu regardes l'intéressé en train de prester, tu sens que le texte ne vient pas de lui. Ou bien il ne vit pas la situation. Il n'a jamais vécu la situation. Et même si tu le vois prester, tu dis non. Et comment toi, tu arrives à aligner ton discours en toi? Parce que être aussi, impacter les gens dans la prise de parole en public, il va falloir aussi que le discours soit aligné en toi et tout ça. Et comment tu arrives à préparer cela? Je comprends ta question. Elle est d'ailleurs très légitime. Avec aujourd'hui les outils d'IA, c'est devenu beaucoup plus facile. Par contre, à l'époque, il fallait charbonner. Moi, ce que je te dirais, ce que moi je fais, je commence par faire une introspection. C'est-à-dire, quand on me donne un sujet tout de suite, je me pose la question, pourquoi je dois l'aborder, ce sujet-là? Pourquoi? Et qu'est-ce que ce sujet-là éveille en moi? D'abord, avant même de parler des autres, je cherche à savoir, ce sujet-là éveille quoi en moi? Et ensuite, je me dis quoi? Je me dis, qu'est-ce que je veux que ce sujet-là éveille chez les autres? Parce que c'est important. Il faut penser à cela. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je te donne mes petits secrets. Normalement, les secrets, ils sont pas gratuits. Hein. Je peux organiser des formations pour cela. Mais bon, c'était juste pour m'amuser un peu. Mais ce qu'il faut savoir, après cela, moi, je viens, par exemple, sur YouTube, je viens suivre les experts qui ont déjà abordé ce thème-là. Parce que moi, je viens jamais devant les gens sans maîtriser ce que je vais faire. Non, j'écoute les experts parce que tous les thèmes ont été déjà abordés. Ouais. Tu peux trouver ça partout. Effectivement. Tu les écoutes. Et ensuite, je lis aussi beaucoup de livres sur le thème. J'essaie de lire pour savoir de quoi parle le sujet. Parce que quand je viens lors d'une prestation, je ne veux pas être superficiel. Non. Je veux savoir de quoi je parle. Je m'approprie le sujet. C'est moi qui parle. Des angles de réflexion. Partout. Exactement. Et ensuite, après cela, je fais beaucoup de recherches sur Internet, Google. C'est d'ailleurs très facile maintenant. Ouais. Et ce que je travaille beaucoup aussi, c'est la forme. Parce que peut-être les gens pensent que c'est seulement le fond. Non. Moi, en écrivant mon texte, je fais attention à beaucoup de choses, comme la musicalité, la diction, même l'intonation. Quand j'écris mon texte, tout est calculé. Parce qu'il y a Victor Hugo qui disait que la forme,
c'est le fond qui monte en surface. Ouais. Donc, il faut beaucoup travailler la forme aussi. Je travaille beaucoup la forme. Tu vois un peu ce que je veux dire par là. Parce que la forme, elle est importante aussi. Le fond, il est important. La forme, l'importance. J'essaie de faire comme des artistes. Parce qu'avant une prestation, un artiste polie son art, son œuvre. Ouais. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, en gros, c'est comme ça que je me prépare pour les concours d'éloquence. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand je le fais, c'est beaucoup plus particulier et les gens apprécient. Donc, c'est un peu tous ces angles-là. Est-ce que tu fais recours à l'intelligence artificielle, par exemple, à l'IA? Bon, et ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, je pense que tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Ouais. Moi, j'ai remporté des concours. Je connaissais pas l'existence de l'intelligence artificielle. Ouais. Il y en a beaucoup que j'ai remporté sans connaître même qu'il y avait les outils comme ChatGPT, DeepSeek, Grok et tout. Mais aujourd'hui, quand même, quand on te donne un texte, quand on te donne un thème, tu peux venir demander des conseils et tout ce qui va avec. Mais moi, il y a une chose. Je me dis que je ne laisserai pas l'intelligence artificielle réfléchir à ma place. Parce que après, je suis pas totalement convaincu de ChatGPT. Ouais. Je suis l'une des personnes qui ne croit pas forcément à ce qu'il fait. D'ailleurs, nous, dans notre domaine, ChatGPT fait beaucoup d'erreurs. Quand tu donnes certains calculs, c'est beaucoup d'erreurs. C'est pas parfait. Donc moi, je me dis que je peux écrire un truc personnel parce que c'est très difficile pour moi, crois-moi, de venir prester sur quelque chose. C'est pas moi, ça vient pas de moi, c'est compliqué. Quand ça vient de moi, ça suscite des émotions auprès des gens. Ça permet de rendre la prestation particulière et légendaire. Dès que je finis, tout le monde se dit que c'était top. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tu utilises, c'est juste la structure, elle est pareille. On connaît, pour quelqu'un qui utilise, tout est pareil. Donc, si tu le fais, c'est à tes risques et périls. Donc, tu vois, moi, j'utilise l'intelligence artificielle dans bien d'autres domaines et tout ce qui va avec. Après, aujourd'hui, il faut demander conseil, il faut poser des questions. C'est très bon. C'est pas mauvais d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est pas mauvais. Mais il faut savoir le faire. Effectivement. Parce que si j'étais un passionné de l'intelligence artificielle, je peux pas tenir un podcast avec toi. Effectivement, c'est ça. Et il faut savoir aussi que comme tu l'as souligné, qu'il y a beaucoup de domaines aujourd'hui où si tu demandes ChatGPT, par exemple, ça ne te satisfait pas comme ça se doit. Par exemple, nous, par exemple, en comptabilité, des matières comme comptabilité, analyse et diagnostic financier et tout ça, tu demandes à ChatGPT de rédiger quelque chose pour toi ou bien de traiter un exercice pour toi. C'est pas évident. Tu vas aller dans les erreurs forcées. Voilà. Pendant qu'on y est, on fait aussi de la comptabilité. Parce que tu sais que je fais la finance. Effectivement. Ça, je le dis. J'ai vu ma note en comptabilité, j'ai 19 en comptabilité. Wow. C'est pas en utilisant quoi que ce soit, parce que ce sont des calculs. C'est tout un raisonnement. Tu vois? Comment tu fais pour avoir 19 alors que la comptabilité, c'est une matière de base, c'est pas inclus dans notre système éducatif. Parce que nous, on a eu cette difficulté-là. Quand nous sommes venus à l'ENCZ, au début, à chaque cours, les premiers cours de comptabilité et tout ça, quand le professeur posait des questions, nos amis nigériens et tout ça, et tchadiens levaient le doigt pour répondre aux questions. On leur a demandé comment vous faites pour faire ça. Ils ont déjà vu ça depuis au lycée. Et comment toi, tu t'es adapté? Écoute, parfois même je me dis que peut-être avec les notes, j'ai un peu de chance parce que après, moi, j'ai traité le sujet comme quand un sujet vient, je le traite comme je peux, comme je veux le traiter en fait. Mais après, je vois la note 19, je dis la dame est la science. Donc peut-être il y a un tour de chance, de travail et tout ce qui va. Donc c'est tout ça en fait. Moi, je vois que c'est ta capacité d'adaptabilité qui est forte. Si tu le dis, merci. C'est ça. Parce que ne pas voir la comptabilité depuis la faculté, aller dans une grande école où on parle de comptabilité, où d'ailleurs vos amis, les autres là ont vu ça à l'école, ils ont fait économie, d'autres ont fait tant, au lycée. Voir tout cela et t'adapter à avoir 19, c'est pas... Mais bon, après, c'est assez facile, hein, je pense que c'est assez facile. Ce que nous on fait, c'est assez facile. On va pas dramatiser. Ça demande assez de réflexion, mais bon, félicitations. Merci. Voilà. Et en tant qu'expert aujourd'hui, parce que je suis pas expert, hein. Je suis pas expert. On apprend toujours. Je suis pas encore expert. Peut-être je tends vers l'expertise. Avec le temps, ça viendra, mais pour l'instant, on garde la tête, on garde les pieds sur terre plutôt. Alors, tu t'y connais très bien en éloquence et en art oratoire. Quelles sont les opportunités? C'est-à-dire, l'éloquence t'a aidé en quoi
l'éloquence t'a aidé dans ta vie professionnelle, dans ta vie étudiante et tout ça? Euh, Tu as dit dans ma vie professionnelle. Oui, oui. Bon, je ne suis pas encore professionnel, mais vu que je dois bientôt débuter peut-être avec un stage et tout ce qui va avec, ce que je sais, Oui. ce que je peux dire, Oui. l'éloquence dans le monde professionnel, parce que nous, on fait l'informatique. Ouais. C'est technique. Il faut Ouais. savoir coder, Ouais. il faut mettre des systèmes en place. Ouais. Mais crois-moi, il faut savoir se vendre. Il faut savoir se vendre. Parce que tu ne vas pas venir montrer ton code à quelqu'un qui ne connaît pas ton système. Ouais. Il faut savoir expliquer. Il faut Ouais. convaincre celui qui est devant toi. Et Effectivement. qu'est-ce qui te permet de faire ça? C'est de l'éloquence. Même quand tu viens lors d'un entretien d'embauche, on va pas ouvrir ta tête pour savoir ce que tu as appris à la fac ou dans une école d'ingénieur. Non. Il faut savoir t'exprimer, savoir te vendre. Ouais. Et mon frère, dans ce genre de circonstances, l'éloquence aide beaucoup. Tu peux avoir le meilleur produit sur le marché sans pouvoir le vendre. Sans pouvoir le vendre. Et quelqu'un peut avoir le pire produit sur le marché. Oui. À travers son éloquence, l'art de convaincre, il vient, il te dépasse, il Justement, vend tranquille. Justement. Et ça, c'était pour parler du monde professionnel. Ouais. Dans le monde estudiantin ou du moins le monde étudiant, c'est si j'ai atteint aujourd'hui ce niveau-là, c'est en grande partie grâce à cette éloquence-là. Parce qu'après, en ce qui concerne l'excellence académique, il y a beaucoup d'étudiants guinéens qui font largement mieux que moi ici. Après, c'est vrai que sur ce côté-là, j'ai mon mot à dire, mais il y a mieux que moi. Mais pourquoi peut-être les regards sont rivés sur moi? C'est parce que moi, j'ose. Il y a justement ces concours-là remportés, il y a de l'éloquence. Et ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Même le contrat qu'on vient de signer, bon, je ne vais pas spoiler, ce n'est pas un contrat, mais le fait d'être ambassadeur aujourd'hui du projet EZIZA, c'est grâce à tout ça. Ça fait partie. D'ailleurs, merci de rebondir sur ce sujet. Aujourd'hui, tu es ambassadeur du projet EZIZA. Oui. Et pourquoi ce projet te tient beaucoup plus à cœur? Pourquoi ce projet te tient à cœur autant? Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le projet EZIZA, déjà, c'est un projet qui vise à envoyer des étudiants guinéens ici au Maroc et ensuite les envoyer en France, dans les grandes écoles en France, comme l'école polytechnique de Marseille, Télécom Paris, des écoles qui sont des grandes écoles en France. Donc, quand moi, je suis venu à l'EZIZA, j'ai vu leur programme. C'était un très bon programme. Ils proposent vraiment quelque chose de particulier. Tu vois, je me suis dit que ça peut être une opportunité pour les étudiants guinéens. Et crois-moi, quand moi je veux quelque chose, je viens, je suis venu, j'ai vu l'administration, j'ai proposé un projet, j'ai dit, bon, écoutez, les étudiants guinéens sont des gens qui sont très forts, qui sont très studieux, donc ils peuvent venir ici et faire vraiment les meilleurs jours de votre école. Ils m'ont dit, ah, comment cela est possible? Et ensuite, je les ai expliqué le plan, comment on allait s'y prendre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils m'ont confié cette tâche-là, d'ambassadeur de l'EZIZA auprès des étudiants guinéens ou coordinateur général de ce projet. On est sur le projet, c'est la première édition, on va envoyer beaucoup d'étudiants. Ça va permettre aux étudiants guinéens d'avoir une bonne formation, d'étudier dans de grandes écoles. Après, moi, je pouvais me dire, bon, moi, je suis déjà dans une grande école, j'ai la possibilité d'aller dans d'autres grandes écoles à travers le monde, mais il faut que ce réveil-là soit collectif. Il faut qu'il y ait beaucoup d'étudiants guinéens ingénieurs. Parce que le développement de notre pays passera par là. Et quand ces étudiants-là vont venir, ils vont par la suite aller dans les grandes écoles, en France, partout dans le monde. Ils vont revenir un jour en Guinée. Ça va permettre de développer le pays. C'est pourquoi ce projet-là, il me tient à cœur. Je peux te le dire. Merci d'être ambassadeur. En fait, quelqu'un, par exemple, qui veut étudier à l'EZIZA, étant dans les facultés publiques ici, parce que l'EZIZA, c'est une université privée. Oui. Effectivement. Comment se passent les procédures pour intégrer et tout ça? Ah là, bon, vu que c'est votre podcast, c'est un coup de publicité de l'EZIZA. Ben, normalement, ça se paye. On doit vous payer pour ça. Mais si vous voulez, je peux expliquer, il n'y a pas de souci. Pour cela... Tu sais, c'est encore une opportunité pour des gens qui voient cela, qui sont intéressés. Justement. Mais après, ça reste un coup de publicité. Effectivement. Normalement, on doit vous payer parce que c'est un podcast. Pour cela. Mais je t'explique. Concernant les études à l'EZIZA, on veut juste, pour les gens qui veulent venir à l'EZIZA, il y aura un concours qu'on va mettre en place. Les meilleurs, ils auront des bourses, des réductions. Après le reste, ils vont payer des frais de scolarité. Voilà, donc le concours a été mis en place pour cela, pour challenger les gens, parce qu'il faut toujours récompenser l'excellence académique. Donc le concours, tu le passes, tu es bien,
ben, tu auras des réductions, tu auras une bourse pour les ISA. Tu es impliqué aussi dans la tech, Mhm, dans la finance, la communication, et tu essaies aussi de coopérer sur un projet technologique avec un ami. mhm. J'aimerais savoir d'où tu sors cette discipline cette discipline et cette énergie Mhm. pour pouvoir en fait réaliser tout cela. Ce que tu dois savoir, Tunkara, Ouais, la discipline ouais, et l'énergie ouais, viennent de la vision. ouais, Si tu sais ce que tu fais, ouais. tu sauras le comment. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Moi, on dit que j'ai beaucoup d'énergie ou bien c'est de la discipline. Parfois, moi-même, je me remets en question. Je dis, est-ce que je suis assez discipliné pour faire les choses? Parce que ça, c'est ce que toi, tu vois. Tu vois que ce que je fais, peut-être, c'est grandiose. Mais moi, je ne me le dis pas quand je suis seul. Je me dis, mais j'ai pas assez travaillé, je suis pas assez discipliné. C'est vrai que je fais beaucoup de choses. Mais moi, j'ai décidé de construire ma vie autour de... J'essaye, enfin, parce que je n'ai pas encore construit ma vie. J'essaie de construire C'est ma ça, vie. c'est le début de Au... la sagesse. Savoir Exactement. qu'on a, c'est-à-dire savoir qu'on ne sait rien Mhm. et qu'on doit accomplir beaucoup de choses. Exactement. Donc, j'essaie de construire ma vie autour de 3 axes. Ouais. La discipline, quoi d'autre? L'engagement, je sais pas, après, L'audace. l'audace, oui, ça fait partie, parce que quand je parle d'engagement, tout ce qui va avec, l'audace fait partie. Et Ouais. ensuite, la prière aussi. Et Donc, ouais. quand quelque chose ne rentre pas dans ces 3 paramètres, Ouais. je ne suis pas tout de suite hypé par la chose. Ouais. Donc, tu vois, et moi, je me dis que on n'a pas le temps. En tant que jeune, Ouais. il faut voir, il faut voir devant. Il faut penser à long terme. Le court terme, c'est bien. Je suis quelqu'un qui s'amuse beaucoup aussi, qui fait beaucoup de choses. Ouais. Mais quand il s'agit de mettre des choses en place, je trouve de l'énergie et je trouve de la discipline parce que je sais exactement où je vais. Effectivement. Parce que il y a une citation qui dit que quand on sait le pourquoi, le Mhm. comment devient toujours facile. Et Justement. la discipline, c'est un pont entre nos rêves, nos objectifs et leur réalisation. Et quand cette discipline-là est là, Mhm. forcément, le chemin sera facile. Vous êtes étudiant en génie informatique, Mhm. autrement dit en data et sciences. Mhm. Et est-ce que aujourd'hui, tu peux nous expliquer des enjeux Mhm. de votre domaine Mhm. dans le projet Simandou, par exemple? Parce que le Mhm. projet Simandou, Mhm. c'est l'un des plus grands projets Mhm. miniers de l'Afrique. Mhm. C'est le projet phare de notre pays aujourd'hui. Oui. Et en tant qu'étudiant élite guinéen à l'étranger, Mhm. on ne peut pas parler de projet, on ne peut pas parler de domaine d'ingénierie Mhm. sans un peu toucher ce projet-là. Ce Et projet comment Simandou. les enjeux de data, finance et tout ça, la technologie, Mhm. les enjeux de tout cela dans le projet Simandou. Euh, je savais qu'on allait parler du projet Simandou, comme tu le dis, Ouais, c'est la tendance, tout le monde en parle. Euh, je vais te dire une chose. Ce projet-là est une chance colossale pour la Guinée. ouais, Tu confirmeras avec moi que c'est l'un des plus grands gisements de fer ouais, au monde même, hein. ouais, On parle du monde. ouais, Donc ce n'est plus une histoire de dollars ou une histoire de, je sais pas moi, de tonnes. Non, ça va au-delà de ça. Quand tu prends notre histoire, on a eu à exploiter beaucoup de ressources naturelles ouais. qui ont enrichi les systèmes, mais ça n'a pas eu d'impact significatif sur la société. Mais moi, je vois avec le projet Simandou beaucoup plus que ça. Parce que si on a l'opportunité de relier ou bien d'intégrer l'intelligence locale à chaque étape du projet Simandou. Et c'est ça qui fait sa particularité. Et d'ailleurs, la valeur de ce projet-là ne doit pas se limiter au minerai. Non, il y a beaucoup plus que ça. Déjà, on doit savoir l'information qui entoure ce projet-là, qui l'exploite, à quel prix environnemental, comment. Ce sont des questions que la population doit se poser. Parce que c'est important. Tu peux Ouais. pas, c'est un grand projet. Ça interpelle tout le monde. Donc, il faut s'intéresser à ce projet-là. Et ensuite, en tant qu'étudiant en data ou en quoi en finance, en ingénierie digitale pour la finance, moi, je pense que c'est un projet qui va vraiment changer beaucoup de choses. Mais la jeunesse guinéenne a un rôle crucial à jouer dans ce projet-là.
La jeunesse guinéenne peut commencer par créer peut-être des systèmes de transparence autour de la gestion du projet Simandou. Effectivement, au-delà de la simple exploitation. Voilà, créer des choses comme ça. Ouais. Ou bien analyser les flux économiques, Ouais. Contrôler l'impact écologique. Ouais. Ou aller même plus loin, créer des startups dans l'écosystème minier. Ouais. C'est important. Parce que quand on va créer cela, ça va nous permettre de bien profiter de ce projet-là. Et comme le disait d'ailleurs Frantz Fanon, que tu connais certainement, il dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'assumer ou la trahir. C'est à nous de faire de Simandou un véritable levier de développement. Parce que c'est pas juste un projet. Magnifique. C'est une question de vision politique, de souveraineté technologique ou de stratégie générationnelle. C'est ça qui tourne autour de Simandou. Merci, c'est assez intéressant, très très intéressant, parce que au-delà de la simple exploitation, nombreux sont la jeunesse africaine aujourd'hui, guinéenne en particulier. Beaucoup de personnes sont assises qui ne sont pas renseignées sur ce projet Simandou, et ils sont assis, projet Simandou, Simandou 2040, ils font la propagande quand même sans avoir d'amples informations dessus. Donc, j'espère bien qu'au-delà de la simple exploitation, la jeunesse, on doit avoir une jeunesse très très informée. Très informée, je l'ai dit quand tu l'as dit, effectivement. On doit aller vers l'information. Parce que si on ne cherche pas à s'informer nous-mêmes, qui viendra ailleurs pour nous informer sur notre propre projet du pays? Personne. Et nous ne sommes pas étonnés aujourd'hui quand il y a, c'est-à-dire de la cacophonie au sommet de l'État, quand il y a également de la dilapidation des ressources. Des ressources, ouais. Il faut t'informer. C'est par manque d'information et tout ça. L'information est cruciale dans tout ce qu'on fait. Alors, à l'ère de l'intelligence artificielle aujourd'hui, oui. L'intelligence artificielle, un sujet très très crucial d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Comment la jeunesse africaine, ou du moins guinéenne, peut se positionner pour le futur? L'intelligence artificielle, l'IA. L'IA, c'est la nouvelle langue du monde. Si l'Afrique ne l'apprend pas, elle va encore être spectatrice de sa propre histoire. Donc, la jeunesse africaine doit s'intéresser à l'intelligence artificielle. Il faut apprendre à innover, pas à imiter. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne doit pas se limiter à traduire du français vers l'anglais. Non, l'intelligence artificielle doit pouvoir traduire du malinké au kissi. C'est-à-dire, ça doit ressembler à nos réalités. Nous, on doit être capable de concevoir des modèles qui nous aident à relever des défis, comme le défi dans l'agriculture, la santé communautaire, ou bien l'impact environnemental, c'est pas tout ce qui est la résolution des problèmes autour du climat. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis qu'on traverse aujourd'hui. Il faut que la jeunesse africaine s'intéresse à cela. Et maintenant, pour se positionner, moi, je pense qu'il y a 3 axes. Encore 3 axes. Il faut avoir l'audace d'apprendre, le courage de créer et la volonté de coopérer avec les autres continents. Parce que l'Afrique à elle seule, ça va être difficile, mais il faut collaborer. Et cette collaboration doit se faire à posture d'égale. Parce que ce n'est pas juste une collaboration pour une collaboration. Parce que y a une question éthique qui se pose. L'intelligence artificielle ne doit pas devenir un nouveau colonialisme algorithmique. C'est-à-dire tout simplement que les Africains doivent être à la conception, à la réflexion, mais pas que ça, à la réalisation de ces modèles-là. Parce que moi, j'ai suivi dernièrement sur un plateau un gars qui disait que toutes les personnes les plus impactées par la technologie doivent être au centre de son développement. Et il faut que la jeunesse africaine se positionne. Sinon, on va observer l'Occident ou les autres se développer et on restera en retard. Donc la jeunesse africaine doit beaucoup travailler pour se réveiller. Effectivement, très très pertinent. On comprend par ce raisonnement et que chacun a sa carte à jouer également. C'est-à-dire chacun a sa part de responsabilité dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça dépend de la manière que nous nous adaptons à l'outil. Et aujourd'hui, ne pas savoir utiliser l'intelligence artificielle, c'est de refuser de s'adapter au monde moderne. Parce qu'on ne peut pas
le monde avance. On doit savoir adapter. Et si cette adaptabilité n'est pas là, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ouais. Et super. Alors, je voudrais aussi te demander une question très, très pertinente aujourd'hui. Oh, toutes les questions sont pertinentes. Hein? Ah bon? Je commence à avoir chaud, là. Ah, chaud. Ça va aller, ça va aller. Je ne vais pas te louper quand même. Ah oui, c'est normal. En fait, quel est le rôle de la diaspora guinéenne dans le développement de notre pays? Cette question, elle est très lourde parce que tout dépend de la stratégie qui se trouve en place en Guinée. Hein. Mais si vous me posez la question et si vous voulez mon avis personnel autour de la diaspora, moi je pense que c'est vraiment un véritable levier de développement de notre pays. Parce que aujourd'hui, si on veut que notre pays avance, il faut déjà regrouper tous les cerveaux guinéens qui sont éparpillés partout dans le monde. Parce que moi, je me dis que si nous, on est sortis pour apprendre quelque chose, pour acquérir des compétences, on le fait avec rigueur. On peut le transmettre avec intelligence au pays. Et le pays peut profiter de cela pour amorcer un véritable développement. Après, la diaspora aussi a un rôle crucial à jouer. Il faut mettre les choses en place. Parce que même si tu es à distance, moi, je pense que même si à distance, on peut réellement mettre des choses en place pour faire avancer le pays. Parce que désormais, c'est une affaire de tous. Donc, nous aussi, on doit se battre pour cela. On doit mettre des solutions concrètes en place pour faire avancer la chose. Donc, je pense que la diaspora fait partie intégrante. C'est vraiment l'une des meilleures ressources qu'on a aujourd'hui, la Guinée, parce que moi, je suis convaincu que la diaspora guinéenne, à travers le monde, c'est quelque chose. Donc, si on réussit à avoir tous ces cerveaux-là au pays, crois-moi, hein, on sera l'un des pays les plus développés de l'Afrique de l'Ouest. Ou pourquoi pas en Afrique, peut-être. Parce qu'on a la ressource humaine. Et là, aujourd'hui, on assiste à d'énormes fuites de cerveau aujourd'hui. Et là, comment, selon toi, qu'est-ce que l'État doit mettre en place pour attirer ces cerveaux aujourd'hui, afin d'investir, afin de venir appliquer leurs compétences dans le développement du pays? Parce qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui, ils finissent d'étudier au Maroc ici, par exemple, ils ont l'idée d'aller ailleurs. Ils n'ont pas l'idée de se retourner. Aller investir au pays, aller travailler tout ce lié à leurs compétences. Ils préfèrent quand même aller ailleurs, au Canada, en France. Comment selon toi, l'État doit mettre, qu'est-ce que l'État doit mettre en place pour attirer ces cerveaux, pour attirer ces élites? Moi, je pense que tout est une question de vision. Je l'ai dit tout à l'heure. En fait, pourquoi les gens ne rentrent pas? Moi qui suis en train de parler devant toi, c'est pas comme ça que je vais rentrer en Guinée. Il faut qu'il y ait des conditions nécessaires ou bien des conditions qui me permettent, oui, d'être épanoui en Guinée. Parce que moi, je suis là, par exemple, à l'étranger. J'ai vu un frère rentrer. Je connais son niveau. Je sais qu'il est très bien. Mais il rentre en Guinée, on le néglige. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu trouver un boulot. Parce que c'est ton système qui est en place. Tant que tu n'es pas dans le circuit, tu ne peux pas avancer. Donc, si toi, tu n'as pas cette assurance-là de rentrer au pays, tu ne vas pas rentrer. Tu vas penser à aller ailleurs. Parce que les conditions ne sont pas adéquates pour faire rentrer les gens. Si l'État crée de l'emploi, si l'État considère vraiment l'élite guinéenne, je pense que les gens vont rentrer. Et si, surtout, on ne va pas se voiler la face, il faut qu'on se le dise, tant qu'on ne récompense pas l'excellence en Guinée, ce sera difficile que les gens rentrent. Parce que toi, tu rentres dans l'optique d'aider ton pays. Tout le monde aime son pays. Chacun se sent mieux chez soi. Hein, c'est comme ça. Mais moi, je me plais beaucoup plus en Guinée. Mais si les opportunités ne sont pas là, je préfère rester ailleurs. Donc, c'est à l'État de créer un climat nécessaire pour attirer ces élites. Autrement dit, la promotion de l'excellence, par exemple. Parce que je ne peux pas avoir un diplôme à l'ENSIAS, par exemple, et aller, je sais que dans mon pays, on ne me garantit pas un boulot beaucoup rémunéré et les conditions également ne me permettent pas d'exposer tout ce que j'ai appris. Et là, ça va être difficile. Ça va être très compliqué. C'est très, très pertinent. C'est très pertinent tout ce que tu as dit. Alors, durant tout ton parcours là, quelle valeur
essayes-tu de transmettre? Les valeurs que moi j'essaye de transmettre, les valeurs qui me ressemblent, Ouais. je pense qu'il y a d'abord il y a l'audace. Il faut en tenir compte. Ouais. L'audace, la rigueur et aussi l'humilité. Ouais. Parce que crois-moi, hein, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta force de frappe, il y aura toujours mieux que toi dans tous les domaines. Donc, il faut avoir cette dose d'humilité-là pour pouvoir t'en sortir dans beaucoup de situations. Donc, ce sont ces valeurs-là que moi, j'essaye de transmettre à travers mon parcours. Magnifique. Quand même, côté humilité, là. Après, c'est pas facile d'être humble. L'être humain a ce sentiment de vouloir se faire voir ou un truc, mais il faut faire beaucoup d'efforts. Bien sûr, c'est pas facile pour garder les pieds sur terre. Mais croyez-moi, vous faites beaucoup. Parce qu'en termes d'accomplissement, vous avez beaucoup fait. Non seulement l'accomplissement personnel et aussi pour la communauté, la nation et tout ça. Mais je sais quand même que vous essayez de garder cette valeur d'humilité en vous parce que l'humilité précède la gloire, comme tu l'as dit, comme tu le dis à chaque fois. Oui, oui. Voilà, souvent. Tu essayes d'incarner cela en toi. Et là, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une phrase de mon papa, c'est quelqu'un avec qui je discute tout le temps. Ouais. Il me dit souvent, il faut faire et laisser les gens dire. Ouais. Toi, tu fais. Tu n'as pas besoin de venir raconter à tout le monde, j'ai fait ci, j'ai fait. Les gens observent. Tout le monde sait ce que tu fais. Tout le monde les sait. gens ne sont pas juste assis en train de t'observer. Effectivement. Tu vois? Donc, il y a tout ça. Ton résultat fera beaucoup de bruit. C'est ça. Quand toi, tu te mets à parler à la place de tes résultats, ça va être chaud. Ah, très chaud, hein. Très chaud. Il y a beaucoup de réussite dans ton parcours et tout ça. Quel a été ton plus grand échec? Parce que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ah, c'est comme ça. Parfois, nous sommes confrontés à des échecs. Parfois, on tente, on ne gagne pas. Parfois, on tente, on gagne. Et tout ça. Et dans la vie, à chaque fois que tu mets tes pieds dans un projet et que ça réussit, il faut avoir peur pour toi-même parce que ce n'est pas quelque chose qui est évident, quoi. Ouais. Et là, quel a été ton plus grand échec depuis là? Depuis là. Moi, je dirais pas mon plus grand échec. J'en ai eu beaucoup durant mon parcours. C'est pas. Mais il y a un échec quand même qui te marque beaucoup, un échec marquant. Il y en a toujours. Et crois-moi, tous mes échecs me marquent. Attention, je suis beaucoup plus marqué par mes échecs que mes réussites. Peut-être, les gens peuvent ne pas le croire, mais moi, je me concentre beaucoup plus sur ces échecs-là que les réussites. Après, les réussites, ça vient, Dieu merci. Peut-être le dernier en date ou du moins ce que tout le monde a connu dernièrement, on avait une équipe pour les élections du BEC. On n'est pas passé. Effectivement. On n'est pas passé. Et moi, je ne l'ai pas senti déjà comme un échec. Et à travers cela, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça a été d'ailleurs, ça a été comme un déclic. Et ça, je le dis devant toi, je n'ai pas l'habitude de faire des effets d'annonce, mais tu verras qu'il y aura beaucoup de choses qui vont suivre, qui seront beaucoup plus grandes que ces élections-là. Tu vois. Et ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses. Il faut toujours garder les pieds sur terre et surtout se battre pour ce qu'on veut. Et ne pas faire confiance à tout le monde, surtout. Parce que grâce à cela, j'ai vu beaucoup de personnes qui portaient un double masque et j'étais très déçu par beaucoup de personnes. Et ça, j'estimais ces personnes-là. J'avais beaucoup d'estime pour ces personnes. Mais après cela, mon estime pour eux a baissé d'un cran. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui va se concentrer sur ça ou dire que c'est à cause de ça, c'est à cause de non. J'essaie toujours de me dire que si je n'ai pas atteint ce niveau-là, si j'ai pas gagné, c'est parce que j'ai fauché quelque part. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc prochainement, il faut l'améliorer et ensuite ça viendra. C'est ça. Donc il y en a eu beaucoup, mais bon, je te parle parce que c'est ce que beaucoup connaissent. Mais sinon, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'échecs. C'est ce que Thomas Edison dit d'ailleurs. Il dit chaque échec est un pas de plus vers le succès. Ouais. Et ça me rappelle lors de son invention de l'ampoule électrique. Ouais. Le gars, il a essayé plus de 10 000 fois. Ah oui, Thomas Edison. Plus de 10 000 fois. C'est la dernière fois qu'il a essayé que ça a marché. Que ça a marché. Les gens sont venus, ils ont dit, ah,
vous avez échoué, vous avez fait, étant un grand savant comme ça, plus de 10 000 fois inventé l'ampoule. Non, il dit non, qu'il n'a pas échoué. Il a juste essayé 10 000 fois qui n'ont pas marché. Voilà. Et pendant ces 10 000 fois-là, il apprenait. Oui. J'ai appris ça aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je ne vais pas reprendre la même chose. Je change de méthode. Si ça aussi, ça ne marche pas, c'est-à-dire, le malheur, c'est l'école de la sagesse, en fait. J'essaye ça, ça ne marche pas. C'est une leçon, ça n'a pas marché. Je gagne en expérience. C'est tout. Et c'est ça. Et là, je vous dis très sincèrement, les gens, vous avez gagné le cœur des gens pendant ces élections-là. Avec la maîtrise. Façon dont vous vous êtes maîtrisé pendant ces élections, tu t'es maîtrisé et tout ça, ça a impacté les gens très positivement. Ils ont été attirés, ils disent non, François a un caractère très fort. Ah oui. Je t'encourage d'aller dans ce sens-là. Et même moi, ça m'a étonné. Parce que avec toutes ces discussions-là, blablabla, tu t'es jamais prononcé, tu t'es assis, focus sur ton travail, boulot. Tu étais là pour que ton travail parle à ta place. Ah oui. Et là, ça a beaucoup marqué les gens. Vraiment, félicitations. Ah oui, après moi, je voyais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui disaient des choses sur moi. Et après, moi, je vois ça sur Internet. Je suis pas émotionnel à un tel point où je vais venir répondre à quelqu'un. Non. Pour moi, je ne réponds pas à une critique par une critique. Je réponds par un résultat. Mais comment tu fais pour te maîtriser comme ça? Parce que c'est pas aussi facile. Hein? Non, mais justement, parce que moi, c'est comme je t'ai dit. Moi, j'ai quand même cette chance-là de tout le temps discuter avec mon papa. Bon, quel que soit ce qui se passe, je discute avec lui. Et savoir se maîtriser, avoir le sang-froid pour un homme, c'est très, très important. Moi, je voyais beaucoup de choses qui se disaient, mais je n'ai jamais réagi. Je n'étais même pas émotionnel. Je vois, je me dis, faut laisser. Moi, je réponds pas. C'est comme je te dis, c'est mieux de répondre toujours par un résultat. Il faut répondre les critiques par un résultat. C'est très, très important. Parce que le plus important, c'est cette élégance-là, mais dans la persévérance. Tu persévères. Tu sais là où tu vas. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est derrière son téléphone, il vient raconter quelque chose sur toi qui va t'affecter ou te faire déranger ou changer ta vision. Non, moi, je sais là où je vais. Effectivement. Et voilà, donc, ce sont des trucs qui ne m'affectent pas. Et souvent, il y a des échecs qui viennent. C'est pas en soi pour nous rabaisser, c'est pour nous apprendre quelque chose. Beaucoup de choses, oui. Beaucoup de choses, oui. Et il se peut que la place de secrétaire général du BEC là, vous avez voulu ça cette année, tu as voulu ça cette année. Il se peut que ce n'était pas bon pour toi. Dieu sait toujours pourquoi il fait les choses. Dieu sait, effectivement. Dieu sait toujours pourquoi il fait les choses. Tu peux vouloir de quelque chose et que ce n'est pas bon pour toi. Ah oui. Tu peux aussi ne pas vouloir de quelque chose. Tu dis non, ça, ce n'est pas bon, je ne veux pas ça. Et que c'est ça réellement qui est bon pour toi. Qui est bon pour toi, ouais. Donc, là, c'est ça. C'est un peu ça. Alors, c'est qui, pour toi, ton mentor? As-tu un mentor aujourd'hui que tu t'inspires souvent, qui t'inspire, qui te conseille, dont, c'est-à-dire, sa personnalité t'impacte, quoi? C'est qui ton mentor? Mon mentor, moi je dis d'ailleurs que c'est mon idole. J'en ai peut-être beaucoup. Mais celui que je placerai en première position, c'est mon papa. Je n'ai pas cessé de le dire. C'est ton papa qui t'inspire. Oui, c'est pas parce que c'est mon papa. Parce que d'autres vont penser que, ah non, c'est son papa. Ils vont dire qu'il est narcissique. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Moi, mon papa, c'est vraiment pour moi l'exemple ultime. Parce que mon papa, non seulement il est très instruit, c'est connu de tout le monde. Ceux qui connaissent Augustin Massaré savent c'est qui. Mais c'est pas tout ça. Même quand tu m'as demandé pour le caractère, mon papa, il me fascine en fait. Tout ce qu'il fait, tout est calculé. Et même tout ce que j'arrive à accomplir, les gens ne savent pas. Mon papa, il est derrière beaucoup de choses. C'est beaucoup de conseils, c'est beaucoup d'orientation. Mon papa, il te cadre. Tout ce que tu fais, tu dois bien le faire. Même les concours que j'ai remportés ou des choses. Mon papa, quand tu discutes avec lui, tout de suite, tu dois contrôler même ta diction, l'intonation, tout ce que tu dis. Tout doit être bien ficelé. Et comment aligner les mots. Même la manière d'aligner les mots. Mon papa, quand tu fais une erreur, il essaye de te cadrer. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est, disons, il n'est pas obsédé par l'excellence, mais il aime l'excellence. Il aime le top. Donc, tu vois, et moi, franchement, si je dois placer un mentor, c'est lui d'abord en premier. Après, il y en a, hein, il y a beaucoup de personnes que j'estime énormément. Peut-être ça, c'est dans ma vie personnelle, mon papa, il y a mon grand aussi, Bernard, le docteur Bernard Sandouno. Après, au-delà de ça,
il y a beaucoup de mentors à travers le monde. Et tout dépend du domaine. Effectivement. Tout dépend du domaine. Hmm. Mais le mentor ultime, c'est mon papa. Non, quand même, la meilleure source d'inspiration aujourd'hui, si par exemple, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir tout ce que tu as aujourd'hui, avoir un parent instruit, avoir un parent qui représente tout pour toi, un mentor et tout. Et ça, c'est quelque chose. Si tout le monde avait ça, je pense que c'est meilleur. Ouais, tout le monde allait prendre l'exemple sur mon père et ça. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être fasciné par son parent que par quelqu'un d'autre. Je suis d'accord. Ouais. C'est une chance. C'est une chance, une très grande chance. Et même une fois, j'ai regardé ton statut là où tu as posté, tu as enregistré un appel avec ton papa où il te rectifiait en français les trucs de basique, la grammaire et autres. Ah oui, c'est fort. Toujours, hein, je crois que j'avais dit. Il est très rigoureux. Très, très rigoureux. Parce qu'il veut que, bon, entre nous, il est rigoureux, mais tout ce qu'il essaye de nous apprendre, c'est quoi? Quand tu es avec les autres, il faut toujours incarner cette excellence-là. Il faut toujours bien faire. Ce sont les valeurs-là qu'il essaye de nous inculquer. Et franchement, on ne peut qu'être reconnaissant. Après, il y a un maman aussi qui accompagne. C'est pas lui seul qui instruit, mais bon, l'exemple ultime, c'est lui. Alors, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, laquelle serait-elle? Si je dois résumer ma philosophie de vie en une phrase, c'est pas peut-être si le temps nous permet. Il faut savoir que ma philosophie de vie a changé. Elle a changé depuis peut-être c'était le 10 juillet 2024. Parce que après le 10 juillet 2024, je perds mon petit frère. Ça a été une épreuve très très douloureuse ici au Maroc. Mes condoléances. Merci. C'était très très dur. C'est toujours dur parce qu'on ne s'en remet jamais de la perte d'un proche. Et après cela, je me suis dit que finalement, la vie n'est rien. Il faut juste profiter du moment présent et aussi aimer ses proches, profiter de la vie. C'est très très important. Parce que moi, ça, c'est arrivé. Je m'attendais à tout sauf ça. Donc, en gros, c'est ça. Donc, si je dois aujourd'hui résumer ma philosophie de vie, je dirais de profite du moment présent. Kiffe la vie, travaille, prie et profite. C'est pas facile de perdre un proche en soi. C'est très très difficile. C'est des épreuves. Tu vas endurer seul. Tu vas penser que tu es avec des gens. Mais en réalité, quand tu n'es pas avec. En fait, c'est des épreuves. Les gens vont venir te dire seulement comme ça, ouais, mes condoléances, comme ça, ainsi va la vie, ainsi va la vie. Et cette phrase, ainsi va la vie, ça en dit beaucoup de choses, selon moi. Ainsi va la vie, tu as perdu, une autre personne aussi va perdre, et comme ça. C'est comme ça. Donc, si tu as des épreuves à endurer, c'est logique. Et là, vraiment, je te souhaite une force inébranlable toujours face à cette épreuve douloureuse. C'est douloureux de perdre son petit frère. Son nom, c'est Albert. Albert, oui. Mes condoléances. Merci. Alors, si tu as un message aujourd'hui à passer à la jeunesse guinéenne qui doute à lui-même, c'est-à-dire la jeunesse qui essaye de douter, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais faire ça? Je vais pouvoir faire ça? Parce que d'après tout ce que tu as expliqué là, l'audace t'a permis d'accomplir beaucoup de choses. Donc, si tu as aujourd'hui un conseil à donner à quelqu'un qui doute en soi, quel serait ce conseil? D'accord. Si j'ai un conseil pour la jeunesse guinéenne qui doute d'elle-même, ce que tu as dit, donc, jeunesse guinéenne, moi je pense que vous avez les capacités, vous avez le niveau qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut pour atteindre le sommet. Croyez en vous, parce que c'est ce qui fera la différence. Croyez en vous, vous pouvez le faire. Si les autres l'ont fait, c'est que vous pouvez le faire. Tranquille. Effectivement, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de la créer. C'est de la créer également. Et là, c'est très, très intéressant, c'est très pertinent. Et aujourd'hui, une question que je ne voulais pas poser. Est-ce que
Notre président, son excellence, le secrétaire général François Mansari, est aujourd'hui en couple. Si moi je suis en couple, Oui. c'est ta question, mais qu'est-ce que tu appelles être en couple déjà? Ah, ça dépend de la perception parce que moi, je suis perdu. J'ai des problèmes avec des termes une fois au Maroc ici. En Guinée, moi, j'appelle être en couple, c'est être marié. Ah ben, je suis pas marié. Non. Alors, quelle est ta perception d'être en couple alors? Ma perception d'être en couple? Ouais. Eh, tu viens de dire. Hein? On a la même perception. On a la même perception. Il n'y a pas de souci. C'est pas le hasard, c'est pas une coïncidence. C'est une coïncidence. Donc, j'ai la même perception que toi. D'accord. Je suis pas marié. Une toute dernière question. Si on te donnait par exemple 60 secondes, 1 minute d'occasion pour que tu t'adresses au monde entier aujourd'hui, dans le monde du 21e siècle. Tout le monde est là, attentionné, hâte de voir ce que tu vas dire. Le monde entier est là, à t'écouter toi seul. Qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Le monde m'écoute moi seul. Ah ça, normalement, il faut réfléchir, il faut penser à ce qu'il faut dire. Mais moi, j'allais avoir une seule valeur à transmettre. Ouais. Ça peut paraître étonnant. J'allais dire à ce monde-là, le monde du 21e siècle, de propager plus d'amour et moins de haine. Dieu est amour. Je pense que ça serait tout se recoupe dans ça, en fait. C'est ce que j'allais dire au monde entier. Ouais. Parce que le monde, actuellement, est cruel. Est cruel. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Hein. Ça, je suis honnête avec toi, je suis transparent avec toi. Je te cache rien, moi. Et cette cruauté-là, donc c'est de faire confiance en Dieu et tout. Faites confiance en Dieu. Dieu est amour. Propagez l'amour auprès de vous. Ouais. Moins de haine. Ouais, moins de haine. Moins de haine. Moins de haine. Parce qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui, ils s'assoient, ils disent que le monde est cruel, le monde est cruel. En soi, eux, ils participent à la cruauté de ce monde. Ah, si tout le monde cultivait l'amour, lutter contre l'indifférence, lutter contre l'injustice, par exemple, ça n'allait pas être là. Mais la cruauté du monde aujourd'hui se mesure à la manière insidieuse dont l'indifférence et l'égoïsme, c'est-à-dire s'enracinent dans nos sociétés. Et là, c'est très, très grave. Albert Einstein le dit également, j'aime sa citation là tellement, il dit « Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » À chaque fois que nous luttons, toi par exemple, tu cultives l'amour autour de toi, lui il cultive l'amour autour de toi, lui il cultive ainsi de suite autour de lui, ça va mettre fin à cela. Mais rester passif, dire non, le monde est cruel, et toi, en soi, ta devise, c'est la cruauté et tout, ça ne va pas changer les choses. Il va falloir qu'on se bouge. Il va falloir mettre fin à la passivité, à l'indifférence et tout ça. Et vraiment, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez aimé ce podcast plein de leçons de vie, plein de richesses en thème intellectuel et plein de conseils. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous laisser vos avis dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau podcast. Merci. Merci.